Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vais attendre juste quelques secondes, je vois qu'il y a quelques participants qui arrivent juste à ce moment. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais en profiter pour ceux qui sont connectés sur la plateforme. En bas à droite, vous avez un onglet pour poser vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau sur la présentation. Et à la fin de la présentation, on fera une passe sur toutes les questions pour y répondre. Bonjour à tous, donc pour ce webinaire dédié à Socorel, on va aborder la question de comment récupérer les compteurs TIC et piloter les radiateurs électriques à fil pilote sur une GTB pour optimiser la consommation de ces bâtiments. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation. On est aujourd'hui accompagné par Vincent, le dirigeant de notre partenaire Socorel. Bonjour Vincent, Bonjour. bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour ce webinaire. On a également avec nous Glenn, notre responsable du support technique chez Betib, qui va participer notamment à la démonstration. Bienvenue Glenn. Merci, bonjour tout le monde. Donc, et moi, pour finir, Christophe Forgès, je suis le responsable commercial de Betib qui va animer ce webinaire avec vous. On va commencer par la mise en contexte. On a souhaité faire un webinaire sur Socorel, notre partenaire qui a des solutions qui répondent à ces enjeux. Aujourd'hui, le contexte actuel a amené beaucoup d'intégrateurs système GTB à rechercher des solutions technologiques de suivi énergétique afin de limiter l'empreinte carbone des bâtiments. Donc actuellement, les assujettis, les propriétaires de bâtiments sont confrontés à des obligations réglementaires telles que le décret tertiaire et le décret PAX, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. C'est-à-dire qu'il faut réduire la consommation énergétique de 40% d'ici 2030 pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Et le 1er janvier 2025, c'est demain, il faudra équiper les bâtiments d'une GTB pour ceux qui ont un système de CVC d'une certaine puissance nominale. Alors là, je fais un bref aparté sur ces décrets, je ne vais pas rentrer en détail. À savoir qu'il existe des primes C2E, donc des certificats d'économie d'énergie, qui permettent de financer en partie et d'encourager la réalisation des travaux de modernisation vers un bâtiment moins énergivore. Suite à cela, l'ADEME a créé en 2020 la plateforme Opéra. L'objectif de cette plateforme, c'est que les propriétaires de bâtiments puissent déclarer tous les suivis de consommation d'énergie et ensuite du coup d'avoir une base de données et une bible pour ces bâtiments et faire des comparatifs et des suivis énergétiques en fonction de la taille des bâtiments, des types de systèmes, tout simplement. Aujourd'hui, l'objet, c'est de répondre aux questions sur les règlements. Enfin, justement, ce n'est pas de répondre aux questions sur les réglementations de ces différents décrets et normes, c'est surtout de la mettre en avant contextuellement pour qu'elles soient en corrélation avec les solutions Socorel qu'on va vous présenter, qui répondent en partie aux différentes normes et obligations, notamment sur le suivi énergétique. Je vais passer la parole à Vincent et Glenn qui vont vous présenter le déroulement de ce webinaire. Ça sera présentation matérielle et démonstration. Et dans un premier temps, Vincent va présenter sa société Socorel. Et vous verrez d'ailleurs qu'il n'a pas attendu d'avoir ces différentes normes et décrets pour sortir ces produits assez innovants qui répondent à ces enjeux. Donc, je te passe la parole, Vincent. Oui, merci. Bonjour et bienvenue ceux qui nous ont rejoints. Voilà, donc Socorel a été créé en 2013. Donc à la base, on est deux amis électroniciens qui avons croisé la route d'un intégrateur qui cherchait une solution pour piloter les chauffages électriques avec un automate de GTB. Et donc c'est à cette date qu'on a développé le produit fil pilote, sa première version et génération.
donc qui a évolué. Hein, on est à la 4e génération au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était le début. On a dans la foulée créé les équipements qui sont la télé info et la sonde STS. Et l'ensemble, hein, ça permet d'avoir un écosystème qui est dédié à la gestion des énergies électriques et qui va, dans les cas d'usage qu'on va vous montrer juste après, là, vont être illustrés. Donc l'entreprise est bretonne, tout est développé et fabriqué en Bretagne. Au niveau de la structure, aujourd'hui, on est 3 personnes, on va dire essentiellement en R&D, puisque la partie électronique est sous-traitée à une entreprise qui est tout proche de nous et qui elle, fait 100 personnes. On a également un intégrateur qui met nos boîtiers en œuvre et qui vous les finalise. Donc là, ils sont une vingtaine de personnes. Voilà. Et du coup, au niveau de nos produits, hein, moi j'ai fait quelques années dans l'intégration aussi, chez un fabricant notamment, et du coup j'ai gardé en expérience la simplicité de mise en œuvre de nos produits, à des produits. Et voilà, c'est une philosophie qu'on aborde sur tous nos produits pour que vous verrez, ce soit très facile et très simple à mettre en œuvre et vous fasse gagner du temps. Je repasse la main à Glenn pour la suite. Christophe. Ouais, merci Vincent. On va passer au premier produit de la gamme Socorel, la sonde d'ambiance qui s'appelle STS. Donc, dans le métier de la GTB et de la GTC, ce qu'on attend dans un premier temps d'un produit, c'est qu'il soit communicant. Donc, tous les produits Socorel aujourd'hui sont communicants en mode bus. La sonde en RS485. L'avantage, c'est que donc sur cette nouvelle sonde intègre désormais un Wi-Fi qui permet d'accéder au paramétrage via son serveur web. C'est beaucoup plus confortable que de le faire potentiellement avec des deep switch ou d'une autre manière. La partie mesure sur cette sonde, par défaut, on va récupérer la température et l'humidité avec une mesure de température qui est très précise. Et en option, vous pouvez rajouter la mesure de CO2. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de mesures sur la qualité de l'air des pièces. Donc cette sonde peut y répondre. Au niveau du boîtier, c'est un boîtier assez simple hein, sur son design. L'objectif, c'était d'avoir un boîtier qui s'intègre assez facilement et simplement dans un environnement qui ne demande pas une exigence de design. Je prends par exemple comme exemple l'hôtellerie, où c'est pas forcément ce qui est attendu. Là, c'est sur d'autres types de bâtiments. Mais aussi l'objectif premier, c'est d'avoir un prix qui répond aux besoins des clients, mais surtout d'avoir un prix très attractif sur cette sonde. Voilà, tout simplement. Je vais passer la main pour la partie démonstration à Glenn et Vincent qui vont vous montrer le paramétrage de ce produit. Okay. Merci. Alors, donc le produit, hein, comme l'a expliqué Christophe, hein, il a évolué sur la dernière génération pour passer en Wi-Fi. Hein. L'ancien système était avec des deep switch, mais il fallait avoir la dock papier pour pouvoir le configurer, même si c'était relativement simple. Voilà, l'idée aujourd'hui, on s'est dit hein, que l'électricien, quand il installe, il a dans sa poche un tournevis et dans l'autre, il a un smartphone. Donc là, ce qu'on va vous montrer sur PC, c'est faisable aussi via téléphone portable. Donc concrètement, il y a Sullivan hein, qui est développeur chez nous, qui va vous montrer la sonde une fois qu'on a ouvert le boîtier. Et donc sur cette sonde-là, on a un petit bouton qui permet de la resetter, où quand on l'allume la première fois, elle va voilà, afficher un voyant vert. Alors, est-ce qu'on a la vidéo? Oui, voilà. Donc le voyant vert indique que le Wi-Fi est en service. Donc ça, il va être allumé pendant 5 minutes hein, à la connexion pour laisser la connexion ouverte. Après, il se réteint pour pas apparaître comme un Wi-Fi disponible. Donc au niveau ici d'un PC, quand je vais aller voir dans les Wi-Fi, je vais retrouver normalement quand mon PC cherche, voilà, les équipements. Donc la sonde apparaît avec son numéro de série interne. Donc il suffit de se connecter dessus. Donc là, on a déjà fait la connexion une fois, mais le mot de passe, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, Windows met un peu de temps à chercher, mais en réalité, dès que la sonde clignote, hein, vous pouvez le voir au niveau de l'écran de Sullivan, c'est qu'on est connecté. Donc à partir de là,
On vient juste taper l'adresse IP de la sonde qui est par défaut 192.168.4.1 et on arrive sur son interface web. Donc une fois donc la connexion est faite, là c'est assez facile et assez simple. Vous allez retrouver le paramétrage de l'équipement donc d'un point de vue Modbus et donc l'adresse de l'équipement. Le registre, je vais y revenir. La vitesse, la parité, le nombre à bits de stop, voilà. Et le mode diagnostic qui permet, on verra, de désactiver une LED, donc qui n'est pas encore effectif. Je reviens juste sur le registre. Donc l'adressage, on a volontairement limité de 1 à 15, puisque derrière la sonde, on vient choisir le registre. Le registre est quoi? C'est l'endroit où on va stocker la donnée de la sonde, c'est-à-dire que la température, qui est, on va dire, qui concerne le premier registre, va être stockée dans l'adresse 1. Et pour aller lire la partie hygrométrie et la partie CO2, c'est un offset de 1000 et 2000. On verra dans l'exemple de Glenn tout à l'heure. Voilà. L'intérêt du produit pour nous, c'était quoi? C'était de permettre à certains automates qui sont limités en nombre d'esclaves Modbus de pouvoir adresser plus que 32 équipements sur un même bus. C'est-à-dire que la sonde ne répond à la sollicitation Modbus que si vous lui demandez l'adresse Modbus et le registre qui va bien. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir 2 adresses jusqu'à 15 sondes à l'adresse 1, mais chacune des sondes aura un registre différent. Et donc, si vous interrogez vraiment, pas par bloc, mais sonde par sonde, les registres, c'est seulement la sonde qui est concernée qui va vous répondre. Donc, ça permet, en utilisant un jeu d'adresse Modbus assez faible, d'avoir beaucoup plus d'équipements disponibles derrière. Et ça démultiplie les possibilités Modbus. Donc ici, il suffit de changer les paramètres et de faire modifier pour qu'il soit rentré en dur dans l'équipement. Donc là, la sonde, elle est pré-paramétrée pour la démonstration, mais on peut le faire. On a une deuxième sonde qu'on va pour montrer, mais qui est programmée justement en adresse 1 et en registre 2 pour faire l'interrogation sur le même esclave Modbus. Voilà pour moi. Je passe la main à Glenn. Ouais, merci. Donc on va montrer une petite intégration de ces sondes dans Niagara pour illustrer un peu tout ça. Donc la sonde est raccordée derrière une passerelle. Donc on utilisera un réseau dans Niagara Modbus TCP Gateway. Nous avons mis à disposition, ou ça le sera très prochainement, une palette avec ces équipements déjà préconçus pour faciliter l'ajout et la communication dans Niagara. Donc si on ouvre ça, on retrouve ici l'équipement. Effectivement, on va plutôt passer par ici. Hop. Ok. Alors juste, je vais modifier ça. Et donc ici, vous avez des dossiers de points qui contiennent les registres en question. Donc là, j'ai adressé cet équipement à l'adresse 1. La première sonde est configurée sur le registre 1, donc c'est ce dossier-là, qu'on peut du coup retrouver ici. On voit les différentes valeurs et les registres donc, qui sont de 1 avec le petit offset de 1000 et de 2000 pour les deux autres valeurs, humidité et température. Si on illustre ça avec une petite vue graphique, hop. Et je vais me mettre ici pour activer l'enregistrement des données afin d'avoir des petites courbes qui suivent. Hop. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'enregistrement, mais ça va venir. Donc voilà pour la première. Et comme l'indiquait Vincent, si on a une autre sonde qui a la même adresse mais avec d'autres registres, il suffit d'incrémenter les registres. Donc c'est ce que j'ai fait dans ces autres dossiers-là. On peut voir ici que on va bien avoir la communication qui sera établie. Voilà. Et là, on voit le décalage de registres de 1002 et 2002. Alors, petite attention, faites attention à ne pas regrouper les trames. Il faut bien que ce soit des trames qui soient distinctes, notamment dans Niagara via le device pool config pour que on interroge bien
une sonde à la fois. Donc voilà, voilà pour la petite démonstration. Ok, bah merci Glenn. Donc on verra par la suite à la fin de la démo, on pourra refaire une passe sur cette vue pour voir l'historisation et les comportements de la sonde si besoin. On va passer au produit suivant de la gamme Socorel. Qui est le module FP8. Donc le module FP8, il s'appelle de cette manière tout simplement parce que il permet de gérer le fil pilote. Le fil pilote, c'est le protocole utilisé sur pas mal de radiateurs électriques en France, hein, c'est une technologie française, que ce soit des vieux radiateurs électriques ou des anciens. Sur les anciens, vous verrez que la plupart du temps, c'est une gestion de fil pilote sur 4 ordres. Donc les ordres, ça concerne ce qui est noté sur le tableau ci-dessous. Gestion du confort, de l'écho, de l'orgel. Et en fait, la définition d'un ordre, ça utilise la tension sur le bus. Donc, si vous mettez aucune tension, le radiateur considère qu'il faut gérer le mode confort. Si vous mettez la tension à 100%, donc à 230 volts, vous êtes en écho, etc. Donc là, vous avez chacune des descriptions de ces ordres. Il y a pas mal de documentation si besoin sur Internet. Il y a d'ailleurs un article sur notre site betty.fr au niveau de la section du blog. On a pas mal d'éléments et de présentations sur les différentes technologies, notamment la gamme Socorel, le fil pilote. Qu'est-ce qu'on a également sur ce produit? Toujours la même philosophie, hein, on est dans le domaine de la GTB et de la GTC. On va être en mode bus. La nouveauté sur ce produit, c'est qu'il est désormais disponible en IP, qui était une forte demande jusqu'à présent. Qui dit IP dit serveur web pour le paramétrage, assez simple, vous le verrez dans la démo qui va suivre. Et vous pouvez aussi, auquel cas, utiliser l'écran de diagnostic en façade qui permet de constater l'état de fonctionnement. Mais quand vous êtes en RS485, ça permet aussi de faire le paramétrage du produit. Voilà pour l'équipement. Et ah oui, petit complément à ce produit pour la gestion des radiateurs fil pilote. Le gros avantage aussi, c'est que vous avez sur l'image 8 sorties hein, qui sont nommées par S1, S2 jusqu'à S8, ce qui permet de gérer jusqu'à 8 bus fil pilote, en sachant que sur un bus fil pilote, on peut gérer 10 radiateurs. Donc voilà, on a quand même une assez grosse capacité avec ce produit pour remonter sur une GTB GTC le monitoring et la gestion des radiateurs électriques. Je vais passer la main du coup à Glenn et Vincent pour la partie démonstration paramétrage technique. Ok. Alors, hop, je pense que tout le monde voit mon écran. Ouais. Voilà, donc comme le disait Christophe, le produit se configure par son écran local, hein, mais également en version IP par son serveur web. Donc la manipulation est assez simple. Hein, donc là, la première fois, effectivement, pour configurer l'adresse IP, si celle par défaut ne vous convient pas, il faudra passer par l'écran pour lui configurer l'adresse IP. Une fois que vous l'avez faite, eh ben, vous pouvez taper cette adresse et puis arriver dans l'onglet de paramétrage, hein, de configuration ici, dans lequel je vais retrouver les valeurs sur lesquelles on a programmé notre boîtier. Bon, la passerelle est optionnelle si on fait du réseau, mais voilà, ce qui va nous intéresser, c'est l'adresse IP, le masque. On peut modifier éventuellement les ports. Bon, la MAC adresse, normalement, elle est automatique, mais si on a prévu de la changer. Et on va retrouver ça qui est commun avec le module RS, c'est l'adresse de l'équipement qui peut être mise en place. Okay, donc, vous pouvez changer les paramètres puis cliquer sur modifier. Tout ce qui est produit IP chez nous, c'est important, nécessite un redémarrage. Donc, quand vous l'avez fait, il faut bien penser à redémarrer. Donc, soit via le bouton du serveur web, soit en débranchant ou rebranchant l'appareil. Sur le fil pilote, donc on va retrouver un deuxième écran, deuxième page web qui vous donne l'état des sorties en cours actuellement, avec le numéro de la sortie et l'état. Hein, donc C pour confort, E pour écho, H pour orgel, A pour arrêt, -1, -2 en fonction des 6 ordres.
Et on va retrouver un menu qu'on a prévu, qui nous avait été demandé justement en cas de problème si l'opérateur sur place, voilà, pour X raison la GTC ne serait plus disponible, veut forcer les sorties dans un état ou dans un autre. Vous avez possibilité de prendre la main sur le système et de forcer soit toutes les sorties dans un état, soit sinon d'aller sortie par sortie, lui donner l'ordre que vous voulez avoir. Donc ça, c'est du backup. Donc, il faut savoir que le système intègre aussi un watchdog en cas de perte de communication avec l'automate maître ou la GTC. C'est dès qu'on a plus de 15 minutes sans lecture ou ordre, on considère qu'il y a un défaut de la GTC. Pour pas laisser les utilisateurs sans chauffage, par défaut, le module repasse en mode confort. Voilà pour la partie présentation web. Je vais repasser la main à Glenn pour la suite. Ouais, merci. Alors, hop. Donc on va voir également l'intégration de ce produit ici toujours dans Niagara. Donc là on est sur un fil pilote en mode bus TCP. Donc on va l'ajouter dans ce réseau. Hop. On va venir lui rattacher son adresse IP. Donc ce produit possède 8 sorties, donc 8 registres qui vont nous permettre de les piloter depuis la GTB. Donc pareil, on va faire une petite vue pour illustrer ça. Hop. Donc voilà, ici on retrouve les différentes sorties qu'on peut soit déroger de cette manière-là. Alors on va plutôt le faire, hop, pardon, je pars sur quelque chose, mais on va plutôt le faire sur la sortie 1. Donc il y a la caméra de Vincent qui est en bas. Normalement vous pouvez voir le changement d'état qui va apparaître. Donc voilà, je suis passé en confort, on voit que ça a changé. Et donc ces valeurs peuvent être écrites soit via programme horaire, soit via de la logique. On peut mettre une petite logique pour avec une fonction thermostat par exemple. Hop. On va faire ici rapidement. On va reprendre la valeur de notre sonde communicante de tout à l'heure comme température mesurée. Donc, hop. Et puis là, on va faire juste une petite consigne. Ça aurait pu être un programme horaire. J'ai choisi de le faire rapidement avec ce composant. Hop, on va lui mettre une valeur de 21. Et donc ça, on peut directement le lier ici. Alors, pensez à faire une petite conversion ici pour indiquer que quand on est à vrai, dans notre cas, on sera en confort. Quand on est à 0, on sera en arrêt. Donc c'est les ordinales de la valeur énumérée. Et là, je vais juste modifier parce que il ne le prend pas directement. Hop. Donc voilà, on pourrait imaginer ce scénario. Donc l'idée, c'est plutôt de récupérer la température à l'aide de la sonde plutôt que celle du thermostat du radiateur. Ok. Voilà pour moi. Merci Glenn. Donc là, ouais, effectivement, dans l'idée, dans un premier temps, on montrait la sonde Socorel qu'on peut utiliser en complément avec les modules fil pilote pour faire cette gestion de quand est-ce que je déclenche le radiateur ou pas. Et auquel cas, avec une GTC, on pourrait très bien, comme tu disais, rajouter une gestion de programme horaire en fonction de l'occupation du bâtiment ou des vacances, etc. Il n'y a pas forcément de limite de logique à partir du moment où on a une GTC raccordée sur le réseau et sur le bâtiment. On
On va passer sur le produit suivant de la gamme Socorel, qui va être la passerelle Téléinfo. Alors, elle s'appelle Téléinfo, pourquoi? Tout simplement par rapport à la pristique qu'on retrouve sur les compteurs Enedis. La pristique qui veut dire téléinformation client. C'est une technologie, un protocole de chez eux, de chez Enedis. Le produit Socorel Téléinfo permet de récupérer tous les compteurs Enedis du marché, que ce soit des anciens ou des nouveaux comme le Linky. Donc en fonction du type de compteur, après il y a une gestion tarifaire, bleu, jaune, vert, que potentiellement Vincent va pouvoir vous réexpliquer ensuite dans la partie démo. Il y a également le compteur PME, PMI, qui a un mode de raccordement un petit peu différent. La grosse force de pouvoir utiliser le téléinfo et de se connecter sur la TIC, c'est que vous récupérez les informations en temps réel sur la consommation du bâtiment. Et donc, quand vous êtes connecté au niveau de la GTC, vous voyez la conso en temps réel et ça vous permet de mener des actions suite au monitoring énergétique de votre bâtiment. Au niveau des fonctionnalités du produit, on est toujours sur du mode bus. C'est également une nouveauté assez récente aussi. Il existe désormais en version IP pour se raccorder sur le réseau local du bâtiment. Et dans le même principe, quand on est en IP, on a un serveur web, et auquel cas on peut utiliser l'écran en façade pour paramétrer et notamment suivre l'état en cours de la consommation. Et sur ce produit, on a une seule sortie pristique, donc on peut récupérer un seul compteur. Je vais passer la main ensuite pour la démonstration du produit à Vincent, qui va vous montrer la partie paramétrage de ce fameux serveur web. Ok, alors. Donc là, de la même façon que les autres produits, on va retrouver, quand on est en version IP, puisqu'il existe aussi en RS, donc on a de base un écran LCD qui permet d'accéder à la fois au paramétrage et aussi à la consultation des éléments. Donc là, je suis sur une version en IP et donc j'attaque l'adresse IP du module. On va retrouver donc dans la configuration IP quelque chose qui est assez classique, l'adresse, le masque, la passerelle, le port de web et le port TCP si on veut le changer. Au niveau, la deuxième partie, c'est le type de compteur. Donc c'est là où Glenn a expliqué qu'on était compatible avec tous les compteurs. Donc vous allez retrouver tous les compteurs ici. Et la vitesse de transmission. Donc il y a un choix qui est assez vaste en termes de vitesse de transmission parce que Enedis a laissé le champ large, mais en réalité généralement ils utilisent 1200 ou 9006. Donc c'est assez restreint en réalité. D'un point de vue compteur, pour expliquer un petit peu aussi la question qui revient souvent, est-ce que j'ai un compteur bleu, un jaune, etc., un PME. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, quand Enedis a sorti les compteurs électroniques, les compteurs correspondaient, les noms des compteurs correspondaient au tarif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le tarif bleu quand vous êtes, on va dire plutôt particulier, c'est jusqu'à 36 kW. Au-delà de 36 kW, on est sur un tarif jaune. Et au-delà de 250 kg, on va être sur les tarifs verts. Donc en fin de compte, il y avait physiquement des compteurs qui sont les bleus, le jaune et le émeraude, qui sont ces compteurs qui correspondaient à ces tarifs-là. Physiquement, ils peuvent toujours être présents sur site. C'est pour ça qu'on les laisse dans la liste ici. Voilà. Normalement, ça a évolué au niveau d'Enedis, c'est-à-dire que les tarifs sont toujours là, mais les compteurs ont changé. Aujourd'hui, pour les particuliers, on est sur le compteur Linky. Demain et sur le long compteur Linky, et pour les entreprises, donc aussi bien en jaune en tarif jaune qu'en tarif vert, on va retrouver le compteur PME PMI. On a un nouveau compteur qui est arrivé récemment, qui est le compteur Saphir, qui lui plutôt sur les sites de production ENR, donc production et consommation, donc plutôt les gros sites. Le Linky est aussi bidirectionnel. Voilà, donc vous avez ces deux compteurs-là qui viennent remplacer la gamme, ou ces trois compteurs-là, qui est celle qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc il suffit juste de sélectionner le type de compteur que vous avez. En l'occurrence, sur la démo, là, on va être sur un PME PMI et la vitesse du compteur. Donc là, c'est un modèle spécial qu'on a, donc il a 19200. Voilà.
Juste une précision sur le Linky, puisque souvent vous avez le Linky qui est disponible ici, mais en réalité le Linky par défaut envoie une trame compteur bleu, donc il faut penser à choisir compteur bleu. On est en mode Linky quand le Linky est dans sa nouvelle configuration, ce qu'ils appellent la trame standard et pas la trame historique. Et en trame standard, c'est souvent quand on a des sites justement où on a une production ENR inférieure à 36 kW. Voilà. Donc on a pour préciser, aujourd'hui vous êtes obligé de faire cette manœuvre à la main. Demain potentiellement on va mettre en place une autodétection qui devrait vous permettre d'éviter cette étape-là. Éventuellement, si vous voulez forcer la valeur, voilà, c'est vous qui le forcerez. Et donc comme le spécifié Christophe sur la petite particularité, c'est que tous ces compteurs-là ont une sortie TIC, donc c'est une sortie modulée qui n'a pas de polarité, donc ça se branche sur I1, I2 sur notre module, il y a I1 et I2 sur le compteur. Le seul compteur qui est un peu différent, c'est le PME-PMI, on ne sait pas pourquoi, mais lui il est en RS232, et donc il sort simplement, donc il est unidirectionnel, il envoie juste un TX, et donc nous sur notre module, vous avez la borne GND et le RX qui vont être accablés sur ce type de compteur-là. Donc dans la doc, on précise où il faut câbler. Enedis propose une prise RJ45, c'est les bornes 4 et 6 qu'il faut utiliser. Donc une fois que vous avez fait le paramétrage, dès que la communication est établie, donc il y a un petit voyant qui est plutôt à l'intérieur de la carte qu'on peut apercevoir par le bas, qui indique que la trame communique, mais on retrouve les données qui remontent ici. Donc tout ce qui remonte, donc le compteur passe son temps à émettre les données avec le et recommence à chaque fois. Donc nous on vient récupérer ce qu'on appelle les étiquettes ici, et les données correspondantes sont mises dans des tableaux ici et converties au format Modbus derrière. Donc pour chaque donnée, on a un registre Modbus correspondant, et ces registres dépendent. Alors malheureusement, les étiquettes ne sont pas communes à tout l'ensemble des compteurs, ce qui fait qu'on a des tables de registres qui sont différentes en fonction du modèle de compteur. Donc ça, c'est dans la doc, hein, il y a un fichier Excel assez complet avec tous les éléments, mais vous allez voir, Glenn a pré-mâché le travail. Et je terminerai éventuellement, donc des fois quand vous n'avez pas les données ici, on a un menu de diagnostic qui n'est pas forcément indiqué pour monsieur tout le monde, je me trouve le clavier, qui s'appelle terminal voilà, qui permet de voir la trame brute qui arrive par le compteur Enedis. Donc ça vous permet de savoir que vous êtes bien raccordé et que le compteur vous envoie ces données. Si là, il n'y a rien qui apparaît, alors rien, c'est qu'il y a probablement un problème de câblage. Si c'est pas interprétable, c'est-à-dire que si on ne retrouve pas ce qu'on est censé trouver nous de notre côté, ça veut dire que la vitesse probablement n'est pas bonne. Voilà pour la partie configuration du module. Je passe la main à Glenn. Ouais, merci. Donc, comme l'indiquait Vincent, effectivement, tous les registres Modbus des différents compteurs sont décrits dans une table Modbus. C'est également le cas pour les autres produits qu'on a intégrés tout à l'heure. Donc, il y a une doc qui répertorie tous ces registres. On a pré-mâché le boulot, alors que sur le côté Niagara, on a créé, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une palette avec les différents équipements et registres préconçus. Donc voilà, alors, on a choisi de mettre tous les registres, tous ne sont pas disponibles et tous ne sont pas forcément utiles ici à l'intégration. Donc on est sur un module téléinfo IP, donc pour établir la communication, on l'ajoute dans le réseau, on vient ensuite lui définir son adresse. Hop. Et ensuite, alors là, on est sur un PME-PMI, donc on peut retrouver les différentes valeurs qui sont ici, qu'on peut ajouter. Bon, on n'est pas obligé de tout ajouter. Je vais en prendre quelques-uns. On va prendre celui-là, hop, hop, et puis un qui est plus bas, ici. Ça devrait nous suffire. Ok. Donc voilà, on a. Alors si je fais une petite vue ici pour schématiser tout ça.
Hop, on va le récupérer ici. Tic. Alors, j'ai juste historisé. Alors, excusez-moi pour ça. Hop, je pensais l'avoir fait. Voilà, on historise cette valeur-là. Donc, dans les blocs qui sont déjà présents dans cette palette, on a ajouté une désignation de chaque étiquette. Certaines valeurs envoient un code, on va dire, qu'il faut ensuite convertir suivant une table, pareil, qui est disponible en Excel pour faire cette conversion. Donc ici, on a choisi de le faire de cette façon-là. Hop. Alors là, il y a une petite coquille, mais elle sera corrigée. On l'a vu trop tard. Hop. Donc c'est simplement pour avoir voilà l'information qu'on a vue tout à l'heure sur le serveur web. Donc là, la conversion du code. Voilà. Et si je reviens ici rapidement, hop. Donc voilà, on a choisi d'afficher les valeurs ici avec la désignation, la conversion qu'on vient de voir tout à l'heure. Sur le PME, PMI, il faut ajouter une petite logique pour aller ressortir les valeurs de comptage des différents, suivant le compteur quand on est en heure pleine, heure creuse, été ou hiver. Donc c'est une valeur qu'on retrouve ici. Donc il y a 4 compteurs qui changent suivant la valeur qui est ici. Donc pour faire un petit exemple, on a fait une logique qu'on retrouve là. Hop. Donc suivant cette valeur ici, alors on va récupérer celle-là plutôt. Donc suivant cette valeur-là, hop. Et donc quand celui-ci, qui est donc la période tarifaire en cours, va changer, on aura un autre compteur qui sera affiché là. Et donc c'est pour avoir les 4 valeurs qui s'incrémentent à chaque fois qu'on retrouve ce mode, enfin cette tarification. Et puis voilà, après on pourrait imaginer plusieurs scénarios de délestage que je laisse Vincent expliquer un peu mieux que moi les différents scénarios qu'on pourrait envisager. Merci. Donc effectivement, les cas d'usage qu'on pourrait retrouver sur le terrain, ils sont multiples. Surtout au niveau du téléinfo. Alors, lorsqu'on gère l'énergie électrique des bâtiments, surtout sur les tarifs supérieurs à 36 kg, c'est-à-dire quand vous êtes en tarif jaune, le tarif jaune, vous avez des paliers de tarifs. Et en fin de compte, souvent les clients, je sais pas, on va dire qu'ils ont un abonnement à 100 kW. Dès l'instant où ils peuvent consommer ces 100 kW, mais ils peuvent les dépasser. Le problème du dépassement, c'est que c'est surfacturation, ça coûte très cher. On a des exemples notamment sur les campings où c'est des 10 000 € par an de surfacturation. Donc là, l'intérêt du module Téléinfo, c'est qu'en récupérant en temps réel la consommation instantanée avec le AP là qu'on peut voir et par rapport au contrat souscrit, vous pouvez créer une logique de dire je déleste. Donc voilà. Donc là, c'est là où les autres produits peuvent rentrer en ligne de compte, notamment le FP8. C'est-à-dire que les radiateurs électriques sont connectés via les FP8. Par contre, les FP8 peuvent être pilotés soit par des plannings, comme on vous l'a cité, ou par un système de planning plus de la sonde pour avoir quelque chose de plus précis. Mais aussi, on peut imaginer les regrouper au sein d'un ensemble pour créer un programme qui va permettre de délester certaines zones de radiateurs. En créant plusieurs zones, on va pouvoir, en fin de compte, créer un algorithme qui va dire je fais d'abord 2 sur 3, 1 sur 3, un groupe de délestage, je fais 2 sur 3, et au maximum, c'est-à-dire plus je m'approche de la puissance souscrite, plus je vais vouloir arrêter tous les radiateurs. Donc au niveau 3 sur 3, c'est-à-dire qu'on frôle le dépassement, on coupe toute la puissance électrique.
Donc ça, l'intérêt, il est vraiment pour vous les intégrateurs, c'est de créer une solution propre aux contraintes de votre client et de lui éviter le dépassement. Donc déjà, le dépassement, ça peut être un objectif technique qui lui permet de ne pas avoir de pénalité. Ça peut être, on peut aller au-delà aussi, c'est-à-dire que demain, vous pouvez lui proposer, si vous avez la gestion du chauffage électrique, de baisser son abonnement. C'est-à-dire qu'il fait lui-même, au lieu de passer à 100 kg, il va passer à 80. Et toujours avec la même logique que je viens d'expliquer, c'est vous qui faites en sorte qu'on ne dépasse jamais les 80 kg. Donc ça permet l'abonnement, hein, les baisses d'abonnement, c'est pareil, hein, c'est plusieurs milliers d'euros par an de moins sur la facture. Et donc, ça peut être, en termes de ROI, quelque chose qui est assez intéressant. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues sur la commune d'Assigné ou des villes comme ça qui ont déjà fait des centres de vacances, hein, où l'ensemble, l'écosystème qu'on vous propose permet à la fois de réduire la facture énergétique, mais surtout d'éviter les dépassements et du coup pour votre client d'avoir un ROI qui peut être inférieur à 1 an, hein, clairement. Voilà pour les éléments. Je vous remercie. Merci Vincent pour les précisions. Merci Glenn pour la démo. Au niveau de la gamme des produits Socorel, donc on a fait le tour à la fois sur la sonde, le module TIC, le module fil pilote, pardon. Donc c'est un ensemble de solutions que vous pouvez intégrer dans un bâtiment, hein, pour répondre à ces enjeux de réduction d'énergie et surtout de contrôle de la consommation du bâtiment pour limiter la consommation et les empreintes carbone. Donc ces enjeux qui sont fortement demandés aujourd'hui. On va passer ensuite aux différentes questions potentiellement qui ont été posées. Donc n'oubliez pas, là, si vous avez des questions, en bas à droite, vous avez un petit onglet questions, vous pouvez écrire des questions sur la présentation que vous venez de voir. La première question qu'on a, c'est combien de radiateurs sur une sortie fil pilote peut-on mettre? Si je me trompe pas, Vincent, on peut mettre 10 radiateurs sur une sortie fil pilote, hein, c'est bien ça? Voilà. Alors historiquement, la norme, hein, donne 10 radiateurs. Mais on pense que c'est quelque chose qui est complètement obsolète, c'est-à-dire que à l'époque, les premières générations de radiateurs fil pilote avaient probablement une électronique qui était certainement très basique et consommait en fin de compte sur ce signal fil pilote, ils consommaient un peu de courant et donc ils avaient limité aujourd'hui on a plus ce cas-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant où c'est des milliampères voire des microampères et donc on sait qu'on peut aller plus loin. Donc potentiellement c'est 10 voire peut-être une cinquantaine. Maintenant ce qu'il faut imaginer, c'est plutôt le cas d'usage, c'est-à-dire que derrière une sortie fil pilote de notre module, c'est plutôt un usage. Je sais pas, si vous êtes dans une habitation, ça va être les salles les salles et les salles sur une sortie, les chambres sur une autre et la salle de bain sur une troisième. Si c'est des ensembles de bureaux, ça va être plutôt les horaires des différentes salles de réunion, les horaires de bureau. Voilà, on va plutôt dissocier les zones de chauffage en fonction de leur cas d'usage. Et donc là, c'est là où le nombre de chauffage que vous allez mettre derrière le produit diffère. Voilà. Après, voilà, vous avez 8 zones sur un module. Après, s'il vous faut plus de zones, il faut mettre un deuxième module. Hein, c'est pour ça que sur la prise P qui se trouve complètement à droite, on a prévu un shunt pour aller vers le deuxième module pour alimenter la phase du deuxième module. Alors, avez-vous des retours d'expérience de coût de déploiement de fil pilote sur une centaine de radiateurs en zone bureau par rapport à changer tous les radiateurs par des modèles connectés? Alors, dans un premier temps, je pense que tu auras potentiellement le même avis que moi, Vincent. Le module fil pilote, il est surtout là pour des sites existants où le fil pilote est déjà déployé effectivement. En tout cas, c'est les cas d'usage qu'on rencontre le plus souvent, notamment pour la modernisation des bâtiments qui sont déjà existants, où en fait la plupart du temps, ils n'utilisent pas ce fil pilote qui est déjà présent sur les radiateurs. Je
Je sais Voilà. pas si t'as la même C'est ça. Alors c'est exactement le cas de figure. Le fil pilote était présent, voire il pourrait être câblé. Donc il y a juste un électricien à faire repasser des fois pour le faire passer. Mais voilà, on a déjà eu un cas d'usage comme ça effectivement où il n'était pas exploité. Ils ont mis en place, ils l'ont exploité. Après, alors j'ai pas le prix des radiateurs connectés, mais je pense que potentiellement c'est peut-être un peu plus onéreux, même si c'est pas beaucoup plus onéreux. Maintenant, c'est aussi dans la gestion globale. Aujourd'hui, comment un appareil connecté vous le ramenez dans votre GTC Niagara, c'est peut-être pas si évident que ça. Ouais, tout à fait. Bon, il y a des techno-radios qui existent. Auquel cas, si votre client est réticent à la radio, donc sur la question qui était si j'ai bien compris, sur un bâtiment neuf, est-ce que le coût ne serait pas exubérant de tirer un câble fil pilote? J'ai envie de dire, en fait, si c'est prévu en amont et que le câble est tiré en même temps que l'alimentation, parce qu'il faut bien que les radiateurs soient alimentés. Je pense que ça peut valoir le coup, tout à fait. Mais si c'est prévu en amont et pas a posteriori. Nous, nos bureaux ont été tirés avec un câble neuf et effectivement, ça a été mis en 5G, ce qui permet de connecter tout de suite les fils pilotes. Voilà. On a une dernière question. Mettez-vous à disposition vos palettes Betib avec les produits Socorel. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les palettes Betib, c'est les palettes de la technologie Niagara, mondialement connues, utilisées par quasiment tout le monde. On vient de les créer sur le fil de l'eau pour pouvoir faire cette présentation, mais effectivement, ça sera mis à disposition pour les partenaires intégrateurs Niagara Betib chez nous, qui ont une plateforme sur lequel il y a pas mal de tutos et notamment des palettes sur tous les produits que l'on distribue chez nous. Donc il y aura prochainement la palette de Socorel de disponible. Tout à fait. Très bien. Juste pour compléter pour les radiateurs fil pilote, je pense qu'aussi faut penser au temps de mise en œuvre. Un appareil connecté, je pense que le temps de mise en œuvre peut être un peu plus long qu'un simple fil à brancher. Et surtout en cas de remplacement d'équipement, il va falloir le réintégrer dans l'écosystème connecté, alors que là, il y a juste à le brancher, quoi. Donc, ça peut être. Oui, tout à fait. On reste sur du standard Modbus, donc Voilà. si quelque chose vient changer, que ce soit l'automate ou la GTC, ça sera tout de suite compatible. Je crois qu'on n'a plus de questions. Je vais finaliser cette présentation. Il y avait les produits à venir, peut-être j'ai sauté ça tout à l'heure. On a parlé Pardon, Vincent. les produits, les futurs produits. Tout à fait. Il y a des nouveaux produits, je crois que tu es en cours de développement pour si Voilà. tout se passe bien fin d'année et potentiellement d'autres en 2025. Voilà, donc là on a un module qui nous est réclamé depuis quelques temps, quand on est surtout sur du compteur Linky, donc ici fin d'année, on aura un module qui s'appelle le TIC Lite, donc qui est un module téléinfo RS485, qui sera uniquement destiné au Linky. Voilà, c'est plutôt pour les petits projets, pour avoir une passerelle qui sera un peu moins onéreuse que celle qu'on propose aujourd'hui. On a également, suite au dernier salon, pas mal échangé avec les usagers, et du coup, l'idée de faire un produit qui serait multivoix. Donc là, on va lancer le développement début d'année prochaine, et on a également une évolution à venir sur la sonde. Donc c'est d'avoir deux sorties tout ou rien et deux sorties 0,10 volts, donc qui seront pilotées via l'automate Niagara. Et également lorsqu'on est sur la sonde CO2, au niveau de la gestion du voyant. Aujourd'hui, on a un voyant qui nous servait pour le Wi-Fi et un pour la liaison. On va s'en servir aussi pour, une fois qu'on a fini de configurer, d'afficher le taux de CO2, vert, orange et rouge, pour indiquer aux usagers de la pièce qui a potentiellement besoin d'aérer. Voilà, c'est des fonctions qui seront bien entendu désactivables au niveau des LED. Ok, de belles perspectives pour demain. Et petite précision, quand Vincent parlait du futur téléinfo multivoix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une seule pristique sur le téléinfo,
Et demain, potentiellement, on pourra en avoir 2, 3, 4, ou potentiellement plus. Voilà. Jusqu'à 8. Ouais, pour éviter la démultiplication du nombre de produits sur le site. Merci Vincent de nous avoir éclairé sur le développement de la société et les futurs produits de 2025. Donc je clôturerai ce webinaire sur les futurs événements à venir. Donc un BETIB expert Niagara, représentant de Tridium France, pays francophone. Donc on est le seul centre de formation et de certification officielle Niagara 4. Il y a 2 prochaines formations, celle du mois d'octobre. Il ne nous reste qu'une seule place si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, celle de novembre. Il y en a une aussi en distanciel pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer au mois de décembre. On est aussi très sensible à la cybersécurité, qui est également un enjeu majeur aujourd'hui. Niagara répond totalement à ces exigences de cybersécurité. Il ne faut pas oublier que Niagara, c'est une technologie américaine qui suit des normes et des contraintes très strictes. À titre d'exemple, tous les bâtiments gouvernementaux américains sont équipés de Niagara. Voilà. Donc ça a lieu au mois d'octobre dans le 91 à Antony. Et l'événement incontournable auquel il faut absolument venir, c'est le salon professionnel IBS. C'est le salon du métier de la GTB et du Smart Building qui existe depuis un bon moment. Nous, on y est depuis le début. On fait partie des principaux sponsors de cet événement. On a un énorme stand de quasiment 40 mètres carrés. Donc, n'hésitez pas à le noter dans vos agendas. On vous enverra prochainement des invitations pour ceux qui sont dans notre liste. Voilà, on vous attend avec plaisir là-bas. Vincent sera accompagné notamment de Sullivan, son collègue. Ils auront un stand dédié pour présenter les produits Socorel et notamment parler cas d'usage, prix, paramétrage et potentiellement prendre vos besoins que vous aurez rencontrés suite à des chantiers. Merci Glenn, merci Vincent. Merci. Merci aux participants d'être là. Pour ceux qui n'ont pas pu faire ce webinaire, il sera disponible en replay. Voilà, n'hésitez pas à le diffuser. Merci à vous, bon appétit et puis bonne journée et à la prochaine. Si jamais vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez m'écrire à commercial@btib.fr. À bientôt. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.